Bienvenue à ITV et bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui Marie-Élise Gomis. Marie-Élise Gomis est économiste. Elle est dans ce qu'on appelle le Senior Business Analyst aux Nations Unies. Elle a fait Harvard University. Elle a aussi été major, sa promotion en 1996 à l'EBAD. Marie, vous êtes revenue au Sénégal pour investir dans l'agriculture. Tout à fait. Pourquoi ? Disons que l'agriculture est un pilier économique assez important et je pense que de plus en plus, les gens devraient s'y intéresser. Mais tout d'abord, permettez-moi de vous dire merci et surtout bonjour. Bonjour. Merci pour m'accueillir ici parce que c'est un honneur et je pense que c'est un honneur que je dois vraiment grandement vous remercier. Vous êtes la bienvenue. Voilà, donc mon parcours est assez atypique. Effectivement, j'ai été major de l'EBAD et j'ai eu la chance, grâce à l'avion présidentiel, de partir sur Mulhouse, puisqu'à l'époque, mes parents n'avaient pas les moyens de payer mes études. Et donc, du coup, j'ai pu bénéficier de cela. Et j'ai fait tout mon parcours à l'université de Haute-Alsace à Mulhouse, où j'ai eu un master de projet. Et par la suite, j'ai travaillé pour différentes entreprises, aussi bien dans le nucléaire, pour Areva, et par la suite Nespresso. Et aujourd'hui, je suis Senior Business Analyst aux Nations Unies. Donc, c'est disons que l'agriculture m'appelle. Malgré le fait que ce parcours est beaucoup plus dans l'IT, dans l'informatique, je me sens attirée par l'agriculture parce que je pense que mes grands-parents étaient agriculteurs en Guinée-Bissau et en Casamance. Vous êtes parti des archives, EBAD, à l'agriculture. À l'agriculture. Quel est le lien ? Disons, le lien, c'est l'amour et la passion de vouloir donner. Parce qu'on est archiviste, on donne des documents, on donne la connaissance, on donne le savoir aux gens qui veulent bien lire les archives. Et pour l'agriculture, c'est pareil. C'est la passion, l'amour de donner et l'amour d'avoir cette autosuffisance alimentaire qui de plus en plus est un problème, surtout pour les pays africains. Vous revenez au Sénégal, vous voulez investir dans le bâtiment. Ensuite, il y a un déclic. Vous dites, écoutez, pourquoi investir dans un bâtiment? Pourquoi pas ne pas faire de l'agriculture? Tout à fait. Pourquoi? En 2016, on est revenu avec mon mari dans un premier temps pour investir. Donc, on s'est acheté 16 hectares à Malicounda. Et quand on est arrivé avec ce grand terrain, on est parti sur un rêve à l'européenne, c'est-à-dire d'avoir un immeuble, une piscine, de montrer qu'on a réussi en Europe. Mais quand on voit ce qui se passe aux alentours, quand on voit que les populations rurales ont besoin d'expertise comme les nôtres, on a changé de mentalité. On s'est dit non, on peut faire quelque chose. Et c'est là qu'est parti le projet Maïcha. Donc le projet Maïcha est parti d'un terrain qui était complètement, je dirais, désertique. Parce qu'en fait, le terrain n'était pas désertique, sauf qu'il était négligé. Et aujourd'hui, on a 350 arbres, on a des arbres fruitiers, on a de la moringa, on a de la vie. En très peu de temps, on a été capable de montrer qu'avec de l'amour, avec un peu d'investissement, parce qu'il ne faut pas beaucoup d'investissement pour ce genre de choses, on est capable d'y arriver. Donc 50% de mon salaire des Nations Unies est passé sur ce projet et continue à y passer, parce que je pense que plus ce modèle est copié, plus la biodiversité va gagner au Sénégal. Vous revenez dans un pays où on parle de gaz, de pétrole. Certains disent que l'agriculture doit être le moteur de développement du Sénégal, mais elle est négligée, cette agriculture. On voit qu'à la place des champs, des fermes qu'on doit mettre en place, de plus en plus, il y a des bâtiments. Les gens investissent dans l'immobilier. Tout à fait. Je pense que c'est un manque d'éducation ou je dirais un manque de connaissance de ce que l'agriculture pourrait apporter. Donc, dans le cadre de mon parcours, j'ai également, en plus d'être alumni à Harvard, puisque je viens d'être graduée à Harvard, j'ai eu à faire une formation d'agribusiness. Parce qu'il me fallait savoir dans quoi je mettais les pieds. Et on se rend compte que l'agribusiness est même beaucoup plus rentable qu'un projet immobilier. Il suffit juste de savoir qu'est-ce qu'il faut cultiver aux endroits où il y a très peu d'eau, parce que vous ne pouvez pas aller mettre des carottes là où vous n'avez pas d'eau. Donc il faut aussi travailler avec des expertises locales. Donc si on éduque les gens à ce qu'est l'agriculture, les bénéfices de l'agriculture, je pense qu'on aura beaucoup de gens qui vont être passionnés tout comme moi et qui vont y passer des heures et des heures à faire cela. Et j'appelle d'ailleurs les expatriés, nos patriotes, qui sont en Afrique, en fait, dans les pays africains aussi bien que dans les pays européens, à revenir au Sénégal, à investir dans ce domaine-là,
Donc on a un site web qui est disponible, qui s'appelle maishaplanet.com, qui donne les informations de comment j'ai démarré et comment on est passé de quelque chose de très désertique à quelque chose de très vert. Donc ça veut dire que tout le monde peut le faire. Ce qu'on a fait, il n'y a pas de Vous miracle. venez dans un pays où la plupart des femmes peut-être ne s'adonnent pas à l'agriculture, même s'ils s'y adonnent, c'est à des échelles beaucoup plus petites dans le monde rural. Vous montez un projet comme ça. Comment pousser justement les jeunes filles à aimer l'agriculture, à savoir qu'on peut être femme, être entrepreneur? Je pense que dans un premier temps, en tout cas ce que Maïcha Planet propose, c'est d'avoir cette possibilité d'avoir une journée à la ferme. Dans le cadre de cette journée, on va leur montrer comment monter un business plan, de combien elles ont besoin pour pouvoir avoir, ne serait-ce, disons, des revenus. Parce qu'effectivement, comme vous le disiez si bien, si vous faites une petite culture, vous avez une petite production, mais si vous commencez à partir d'une petite culture, vous pouvez arriver à grande échelle si vous le souhaitez. Tout dépend de votre résilience et de votre consistance. Si vous restez consistant, vous pouvez avoir une production qui va être assez importante. Mais il faut quand même former les gens. Il faut appeler les gens qui ont de la connaissance dans le secteur, des gens qui ont déjà fait, à pouvoir proposer et enrichir leur développement en travaillant avec les autres et en partageant leur savoir avec les autres. Moi, j'apprends toujours. Je ne suis pas agricultrice à 100%, mais je remercie les populations alentours de mon champ, donc en l'occurrence les Peuls, bien que je suis une Diago. C'est eux qui m'ont aidé. Ils m'ont montré comment faire l'élevage, comment choisir les bonnes vaches. Et ils continuent à me montrer à quel moment il faut faire l'arachide. Donc vous voyez, on a besoin de tous ces talents-là. C'est grâce à cela qu'on fait développer l'agriculture. Et ces projets, ça demande beaucoup d'argent, beaucoup de financement. Comment vous avez fait pour financer ce projet? Disons que ce projet-là, bon, nous on a acheté la terre, on a pu, grâce à la mutation, pouvoir acquérir cette terre. Mais je pense qu'aujourd'hui, les populations rurales, en tout cas pour celles qui sont au niveau de Malicounda, ont déjà de la terre en héritage. Donc avoir des graines de tomates, ce n'est pas ça qui est le plus cher. Et aujourd'hui, avec cette saisonnalité, des fois on va se retrouver avec beaucoup plus de pluie. Donc ça veut dire que les gens peuvent déjà démarrer une production et vendre ça au marché local sans pour autant attendre un gros investissement. D'ailleurs, c'est tout le principe de Maïcha Planet, c'est de montrer que tout est possible. Rien n'est impossible dans l'agriculture, il faut juste avoir la passion. Avec la passion, on peut tout faire. Mais il y a aussi l'accès à la terre qui est difficile au Sénégal. Le foncier, c'est un gros problème. On voit les litiges fonciers qu'il y a au Sénégal. Certains veulent investir avec de grosses superficies, surtout les gens qui sont dans l'agro-industrie. Et ça pose un problème réel avec les populations locales. C'est la raison pour laquelle j'appelle les autorités locales à nous aider, parce que c'est vrai que les expatriés, le plus souvent, ont accès à cet investissement de pouvoir acquérir de la terre, mais il faut qu'on puisse nous aider au niveau des papiers, il faut qu'on puisse nous aider au niveau des démarches administratives, parce que le plus souvent, il y a beaucoup qui se font avoir et beaucoup qui, quelque part, sont découragés et arrêtent et abandonnent le projet. Et pourtant, souvent, c'est des projets bien viables, des projets bien réfléchis. Donc, j'appelle les autorités locales à nous aider parce que plus ils aident, plus il y aura des agriculteurs. Il y a aussi une autre façon de faire l'agriculture. Il n'y a pas besoin de s'étendre. Il y a l'agriculture verticale. Oui. Donc, il suffit de savoir qu'on peut mettre de la salade au-dessus, des tomates, et on peut avoir d'autres agricultures. Donc, aujourd'hui, le problème de la terre se pose dans tous les pays du monde. Donc, il ne faut pas partir sur vouloir étendre son terrain, mais réfléchir sur comment on monte. Et là, il n'y a pas de limite. Oui. On peut monter, mais avec les bonnes conditions. Et quand on explique aux gens, ils savent comment ils font les échelles au niveau de la culture. Mais ça demande des moyens, il faut avoir des moyens financiers pour faire ça. Disons qu'effectivement, il faut des moyens financiers pour à minima démarrer, acheter des graines. Donc je ne dirais pas non. Mais je pense que quand on lance des projets comme Maïcha Planet, si jamais ça commence à produire, on pourrait avoir des microcrédits. Parce que notre objectif aussi, c'est d'avoir suffisamment de production pour pouvoir vendre, rentabiliser très vite et prendre un pourcentage de cette rentabilité et reverser à des jeunes qui veulent lancer le même projet que nous. Parce que s'ils respectent un cahier des charges, on peut par la suite être un hub de plusieurs fermiers de Maïcha, aussi bien propriétaires des terrains que locataires, et travailler ensemble pour pouvoir répondre aux besoins de sociétés comme Nestlé. Parce qu'aujourd'hui, Maïcha Planet ne peut pas travailler avec moi, mais si demain on est plusieurs fermiers, on peut avoir plusieurs tonnes de production et travailler avec Nestlé très facilement. Donc il faut réfléchir sur comment on monte ce hub de plusieurs fermiers qui surtout respectent le sol,
hein. C'est de la culture régénérative, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas de pesticides, on utilise la façon de travailler de nos ancêtres et on modernise un tout petit peu en utilisant des machines sans pour autant trop, tourner la terre ou trop brutaliser la terre. Donc il y a le fait qu'on préserve le sol. Mais vous êtes parti avec un financement propre, propre moyen. Est-ce que l'État du Sénégal vous a accompagné pour développer le projet, pour le faire comprendre à d'autres gens qui ont aussi des projets comme ça, qui n'arrivent pas à avoir accès au financement? Écoutez, c'est la première fois que j'ai cette opportunité-là de vous rencontrer. Donc cela pourrait peut-être me permettre de rencontrer des officiels, des autorités, ce qui n'a pas été le cas jusqu'alors, parce que je voulais d'abord montrer que c'était possible. J'avais cette envie-là de montrer que toute seule, j'étais capable de le faire. Mais aujourd'hui, pour pouvoir grossir et aller très vite, c'est clair que j'aurai besoin du gouvernement et j'aurai besoin de financements étrangers. Donc je rappellerai au passage que nous avons été finalistes d'une compétition qui s'appelle Burning Heroes à San Francisco, où il y avait 170 startups qui parlaient d'innovation, qui parlaient de paiement électronique. Et nous, on est arrivés avec Maïcha Planet et on est arrivés finalistes. Donc ça veut dire que les gens sont ouverts à la biodiversité, au fait de préserver le sol. Donc je pense que les partenaires étrangers, on les aura. Mais qu'est-ce qui a fait la différence entre Maïcha Planet et les autres? C'est la passion et l'amour. L'amour que je leur ai montré, que l'agriculture était sexy. C'est vrai que je suis business analyst, je suis dans l'IT, je mets en place des outils de digitalisation et arriver à leur montrer que la passion permet de sortir des plantes et des arbres de la terre était quelque chose qui leur a vraiment, vraiment plu et qui montre que c'est capable, tout le monde est capable de le faire. Donc du coup, on a su les convaincre. On a aussi montré notre plan financier, puisqu'on a été capable de leur montrer qu'en 2 ans, on faisait ce qu'on appelle le break-even, donc le retour sur investissement. Oui. Tout l'argent que j'ai mis, je vais être capable de le retrouver dans 2 ans si je commence à commercialiser. Mais il y a encore tout un parcours, puisqu'il faut enregistrer la société, il faut aller auprès de l'APIX, faire le nécessaire pour commencer réellement à vendre et à produire. Mais mon statut de fonctionnaire international aujourd'hui ne me le permet pas. Donc je vais développer l'activité et ensuite je verrai si mon mari qui est présent ici va prendre la relève pour lancer le projet au niveau industriel, tout en sachant que j'ai bien envie d'être agricultrice à vie. Oui. Donc l'histoire continue. Oui, mais l'un des gros problèmes au Sénégal, c'est l'accès à l'eau. Comment vous avez fait pour accéder à l'eau, pour pouvoir justement faire le travail que vous avez fait, la maîtrise de l'eau? Tout à fait. On a commencé à analyser le sol dans un premier temps. On a fait l'analyse de sol et grâce à l'analyse de sol, on a su quelles étaient plus ou moins les plantes sur lesquelles il fallait partir. Et par la suite, on a mis des puits. Les puits étaient très difficiles puisque vous l'avez bien dit, avec la nappe phréatique, on est très très vite limité. Mais quand vous commencez avec des manguiers, les manguiers sont très peu demanderesses, tout à fait, consommatrices d'eau. Donc du coup, au fur et à mesure, on va trouver de l'investissement, j'ose espérer, et on va pouvoir faire le forage parce qu'on a fait des études également qui nous permettent de savoir à quelle hauteur et profondeur on doit forer pour trouver de l'eau et pouvoir rêver grand en mettant des tomates, des poivrons verts et tous les éléments qui vont nous permettre de vendre les produits, de rentabiliser le projet et de pouvoir gagner en crédibilité. Dans ce projet, vous travaillez seul ou vous avez des femmes avec lesquelles vous travaillez, vous développez une sorte de coopérative dans la sous-région là-bas? Disons qu'aujourd'hui, on est 5 quasiment. On a 2 femmes qui sont également dans le projet. Une est financière, tout simplement, parce qu'on a besoin de nous assurer qu'on gère les priorités financières. Et donc, du coup, elle est de KPMG, elle est russe d'origine et c'est une très bonne amie qui vient aussi de Harvard, qui a mis du cœur gratuitement à travailler avec moi sur le projet. J'ai une dame qui est locale, qui s'appelle Adama Pouy, qui s'occupe de la partie poulailler, donc qui apporte son expertise. Mais comme je dis, on est en recherche d'investissement de capitaux et quand on aura ces capitaux, on va être capable de lancer un poulailler sur 10 000 sujets avec le bâtiment qui va bien. Parce que ce projet a 4 streams. Les streams, en fait, c'est des axes de développement. En l'occurrence, on a le poulailler avec 10 000 poulets, avec la possibilité de faire 6 lignes de production. On a également ces éléments potagers et maraîchage, je les ai cités tout à l'heure, la tomate ainsi que le poivron vert. On a cette partie éducative, philanthropique qui est très très importante pour nous, de pouvoir accueillir les jeunes pour une journée à la ferme où ils vont apprendre la transformation. Et d'ailleurs, je voudrais juste ajouter qu'on va mettre de la 3D. C'est-à-dire que les enfants vont pouvoir effectivement transformer les produits, mais vont pouvoir se projeter avec de la 3D
avec des lunettes 3D. Donc vous voyez, ça demande beaucoup plus disons, de financement, d'investissement également. Et on a ce côté-là qui est arboricole, où on part sur des papayers, parce que la papaye est très très demandée. Donc on a défini notre besoin de financement qui, quelque part, vacille entre 350 000 et 650 000 euros, qui n'est pas énorme par rapport à des sociétés qui font de l'ESG, qui font du développement sociétal. Et donc l'objectif pour nous, c'est de lever ces fonds-là, de pouvoir lancer la première production, de très vite pouvoir faire le bâtiment de poulailler pour pouvoir être rentable et dupliquer ce modèle autant de fois que faire se peut. Dans un premier temps vers Vélingara, donc ça pourrait changer puisqu'aujourd'hui c'est les études qu'on est en train de faire pour Vélingara, mais on veut par la suite aller en Guinée-Bissau, en Gambie et en Côte d'Ivoire. Pourquoi Vélingara? Vélingara parce qu'on nous a dit que le maire pouvait donner des terres pour des projets similaires aux miens. Donc du coup, on s'est dit pourquoi pas, ce serait l'occasion d'aller voir le maire et de voir dans quelle mesure il peut effectivement nous octroyer 10 hectares. Parce que pour que ce projet puisse être viable, il nous faut en l'occurrence entre 5 et 10 hectares. Sinon, on se retrouve très vite étriqué sur ce qu'on peut faire. Donc pourquoi pas, on va essayer, on verra bien si le maire sera enclin. C'est le marché local ou le marché international? Le marché local. Disons qu'on s'est rendu compte que beaucoup de nos productions allaient à l'export en fait. Donc c'est vrai que nos Européens, et je suis sénégalaise mais française de nationalité également, c'est vrai qu'on a besoin de produits qui viennent de l'Afrique, plus précisément du Sénégal pour certains produits, mais on a aussi nos marchés locaux qui souffrent de l'importation. Et à un moment donné, il faut qu'on arrive à inverser cette tendance-là. Donc notre stratégie commerciale aujourd'hui est uniquement les marchés locaux. C'est la raison pour laquelle on essaie de partir sur des fermes qui ne sont pas très loin des marchés les plus importants. En l'occurrence, là où on est, c'est Malicounda. Et vous voyez, Fanden, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Donc du coup, on a le marché de Mbour qui peut très vite être échelonné avec nos produits. Donc on essaie d'éviter d'aller trop loin pour avoir des coûts de transport parce que ce modèle-là doit pouvoir être dupliqué par d'autres fermiers qui travaillent avec nous pour qu'on puisse créer un consortium assez important pour qu'on puisse faire de l'export. Une fois qu'on arrivera à ce consortium important de fermiers qui rejoignent l'initiative, là, on va réfléchir à l'export et là, on aura déjà beaucoup appris sur comment faire un label bio qui soit un label fiable, un label qui est reconnu par l'étranger avant même qu'on arrive. Vous voyez? Mais beaucoup préfèrent exporter parce que c'est plus rentable, il y a plus de bénéfices pour l'exportation. Mais vous savez que l'exportation, c'est très bien, mais ça apporte souvent l'agriculture intensive qui détruit nos sols. Aujourd'hui, on a besoin de régénérer nos sols. On a besoin de laisser respirer nos sols. Parce que si on ne construit pas des immeubles dessus, on fait une monoculture. Donc on tue les abeilles, on tue toute la biodiversité qu'il y a derrière. Maïcha Planète a pour but de partir sur plusieurs cultures, de répondre aux besoins locaux en fonction des produits qui sont nécessaires. On n'a pas envie de gagner de l'argent tout de suite maintenant. Oui. Bien sûr, vous ne faites pas un projet pour perdre de l'argent non plus. Mais l'objectif et la priorité, c'est de valoriser la terre, de valoriser l'agriculture et de permettre à des gens visiblement de voir ce qu'on a fait, de copier le modèle et ensuite on part sur l'export avec une quantité beaucoup plus importante et beaucoup plus grande. Vous êtes venu à un moment où on parle de changement climatique. Est-ce que vous avez pris en charge cette donne par rapport à ce que vous êtes en train de faire? Tout à fait. C'est la raison pour laquelle on analyse le sol. Parce que le changement climatique a beaucoup apporté en fait, dans le monde des impacts négatifs. En l'occurrence, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'eau, qu'il y ait trop d'eau à certains endroits. Donc le modèle Maïcha Planète, ce n'est pas de cultiver tout et n'importe quoi, mais de vraiment analyser le sol et de prendre des produits locaux. On ne va pas dire, par exemple, on va faire des produits là où ils ne connaissent pas le produit. On ne va pas faire des litchis, vous voyez. On ne va pas le faire au niveau de la ferme qu'on a aujourd'hui, mais on va partir sur de l'arachide, sur du maïs, parce que c'est des produits locaux qui demandent très très peu d'eau. Et aussi, il faut dire, on a des animaux dans la ferme. On a une dizaine de vaches, par exemple. Donc les excréments de ces vaches-là nous permettent de faire du compost et nous permettent d'avoir des nutriments qui vont aussi nourrir la terre. On n'apporte pas d'apport engrais parce qu'on ne sait pas comment ça a été fabriqué, on ne maîtrise pas cette chaîne-là. Donc tous nos apports organiques, je dirais, viennent de nos animaux. Donc en l'occurrence, vous verrez, il y a des moutons, il y a aussi des vaches et petit à petit,
on fait rentrer les animaux de la ferme qui font partie aussi de la découverte pour les enfants. Ouais, vous avez dit tantôt que vous allez aussi dans la sous-région, en Guinée-Bissau, en Côte d'Ivoire. Oui. C'est le même modèle que vous avez développé là-bas? Non, Comment le vous allez modèle faire? sera différent. Le Ouais. modèle sera différent. Quelle sera la différence? Parce que la différence, c'est que si je ne m'abuse, par exemple, la Guinée-Bissau va être beaucoup plus verte que là où nous sommes. Sûr. Voyez. Donc, dans ce cas de figure, on va essayer de voir quelles sont les problématiques que Maïcha Planète pourrait ne serait-ce que résoudre ou solutionner. Par contre, il y a un fil directeur dans toutes les problématiques, c'est le manque d'investissement, le manque d'argent. Donc si Maïcha Planète arrive à produire dans une ferme qui est très très rentable, on va avoir un microfinancement et ce microfinancement permettra à des fermiers qui vont effectivement nous montrer qu'ils ont cette envie-là de préserver le sol, de ne pas utiliser de pesticides. On pourrait leur faire des prêts et auquel cas, il y aurait un microcrédit qui se ferait entre fermiers qui ont envie de changer les choses. Donc c'est la raison pour laquelle on va d'abord partir en Guinée et en Côte d'Ivoire parce qu'on a un très bon ami qui nous propose de développer le modèle Maïcha en Côte d'Ivoire. Donc on va passer du temps avec lui pour voir avec l'État ivoirien dans quelle mesure on peut travailler avec eux, quelles sont les zones rurales qui ont le plus besoin de travail. Parce que si on donne du travail à 2 ou 3 personnes, on donne ça à une famille qui est derrière assez importante, n'est-ce pas? Donc plus Maïcha Planète grossit, plus on fait des petits, des petits emplois, plus ces emplois-là vont permettre de changer la donne parce qu'entre-temps, il y aura certainement quelques-uns de mes compatriotes en France, aux États-Unis et ailleurs qui vont nous suivre dans le projet et qui vont faire la même chose. C'est vraiment l'objectif. Est-ce qu'il y a des Sénégalais comme vous qui sont à l'extérieur, sont intéressés de venir investir dans l'agriculture? Parce que la plupart d'entre eux, quand ils investissent, ils ont eu des déconvenus. Ils n'ont pas pu le faire, ils ont été grugés, excusez-moi le terme. Oui. Ils ont peur de venir investir. Je ne vous cacherai pas que moi-même j'ai été grugée. Ah oui. C'est jamais évident parce que quand vous faites, vous demandez, vous faites à distance, donc attendez-vous à ce que le prix augmente. Là où ça devait coûter 10 000, ça va vous coûter 20 000 et encore, hein, je suis gentille. Vous avez aussi la possibilité à un moment donné de tout abandonner. Mais je pense que dans cette vie, c'est la persévérance. D'accord ? On apprend. Plus on avance, plus on apprend. Donc à un moment donné, ça vous permet d'avoir une balance économique et de savoir quand est-ce qu'on vous ment. Et aussi, il faut juste avoir l'envie de venir voir, voyez, de faire le retour au pays, de ne pas rester 1 année, 2 ans sans voir ce qu'on veut faire. Et pour en revenir aux compatriotes que je mentionnais d'emblée, vous savez, j'ai fait une présentation de ce projet-là. Ils sont beaucoup dans l'agriculture. Ils n'en parlent pas. Ils n'ont pas cette opportunité que moi j'ai eue aujourd'hui de venir vous voir pour en parler, mais je pourrais citer 2 personnes qui font un travail merveilleux. Et au passage, je salue une très bonne amie, Aminata, qui, elle, n'arrête pas de faire des formations en plus de son travail pour apprendre comment on conduit des tracteurs. Ici au Sénégal? Mais en France. En France, ouais. Parce qu'elle a 10 hectares de terrain et sur ces 10 hectares, elle souhaite faire quelque chose. Donc ils sont très très nombreux à vouloir se lancer dans l'agriculture et j'en appelle au gouvernement d'aider, de montrer des modèles, de démontrer qu'ils ont la volonté d'aider ces gens-là et vous verrez qu'ils seront nombreux à taper à la porte parce qu'ils ont envie de faire changer les choses. Oui, mais beaucoup de Sénégalais ont vu aussi des gens comme vous, immigrés, qui sont revenus aussi investir dans l'agriculture, comme Tchonnia, qui fait des choses avec Jeff Zone, qui est intéressant, où on forme des jeunes à l'école, à aimer l'agriculture, à même faire du digital dans l'agriculture. Mais je pense que Tchonnia est réellement quelqu'un qui nous montre la voie. En l'occurrence, c'est vrai que je l'ai découvert, pour être honnête avec vous, l'année dernière, lors de mes vacances en Casamance. Et je trouve qu'on a besoin de gens comme lui. On a besoin de gens qui montrent à l'international que le Sénégalais ne s'assoit pas, que le Sénégalais développe, que le Sénégalais est là pour penser, pas à lui tout seul, mais aux autres également. Et je pense que ce modèle-là est un modèle qui est très important, qui va nous permettre aussi, peut-être à un moment donné, de nous rencontrer et de travailler ensemble. Je n'ai pas encore eu, je dirais, l'opportunité de le rencontrer, mais ça aurait été avec un grand plaisir si lui pouvait aussi venir voir ce que j'ai fait dans mon champ et si moi également, je peux aller voir ce qu'il a fait, où il en est aujourd'hui au niveau de son pôle des Sénégalais comme vous qui travaillent dans ce domaine-là, est-ce qu'il peut créer une synergie entre vous, échange de procédés, d'expériences, pour aider les autres à avoir le courage d'y aller? Tout à fait. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Et je pense que Tchonnia le fait très bien,
puisqu'il va dans plusieurs pays, il parle de son modèle. Moi, j'ai eu à le faire, c'est vrai, dans ce comité des Sénégalais de l'extérieur. Donc, Baye Meissa, qui en est le directeur, m'en a donné l'opportunité. Je lui en remercie au passage. Mais c'est vrai qu'on n'a pas toujours ce plateau qui nous permet de pouvoir venir présenter notre projet, de pouvoir présenter notre vision et dire surtout ce qu'on souhaite faire et comment on veut impacter positivement la jeunesse sénégalaise. C'est plus la jeunesse sénégalaise qui nous intéresse au travers des femmes, parce que les femmes peuvent aussi insuffler un vent de changement auprès de leurs enfants et les éduquer comme il faut pour que demain on respecte la biodiversité, qu'on préserve le sol et qu'on puisse changer les mentalités. Travailler dans des bureaux, c'est important, Oui. mais l'agriculture est sexy, moi j'adore. Mais le gouvernement parle souvent justement d'agriculture en disant que les jeunes doivent être poussés vers l'agriculture. Est-ce qu'il y a comment on appelle ça? Est-ce que le gouvernement est venu vers vous pour vous parler, pour montrer votre modèle, votre exemple, pour que voilà, on peut être femme et être agricultrice? Bon, il faut dire que je l'ai toujours fait en sous-marin, très sincèrement, parce que j'avais peur de me faire avoir, j'avais peur que ce soit visible et que quelqu'un vienne me dire « ton projet, on veut le faire passer sous l'égide de quelque chose ». Vous voyez, je voulais être libre, je voulais avoir cette liberté de penser, de voir dans quelle mesure j'agrégeais mes différents axes et de comment je crée cette synergie-là. Et aujourd'hui, j'ose espérer qu'avec votre émission, j'aurai le gouvernement qui va s'y intéresser et le gouvernement qui, à un moment donné, viendra nous voir les partenaires qui travaillent avec moi pour pouvoir nous aider à développer ce projet-là afin que nous puissions montrer ça aux Sénégalais de l'extérieur et à pouvoir réellement faire des démonstrations et leur montrer que c'est possible. Parce que ce qui est bien avec le projet Maïcha, c'est que ce n'est pas que sur du papier. Le prototype existe, il y a du concret. Et le concret a été fait, ils l'ont vu, puisque comme vous le voyez, je vous ai envoyé toutes les photos depuis le démarrage jusqu'au jour où nous en sommes. Et ils le voient, donc ils ne peuvent pas nier que, voilà, que la nature n'est pas généreuse. La nature est très généreuse dès lors qu'on est passionné. Merci infiniment, Marie-Élise Gomis, d'avoir fait nous sur ce plateau de ITV à Question Direct pour parler de votre projet, de votre expérience Maïcha, une ferme qui est installée au Sénégal régénérative pour montrer que c'est possible, qu'on peut être aussi intellectuel, être aussi dans l'agriculture et pousser aussi les jeunes filles, les femmes du Sénégal et les hommes aussi à s'intéresser à l'agriculture parce que compte tenu de la crise mondiale aujourd'hui qu'on est en train de vivre sur les céréales, ce qu'on a vu avec l'Ukraine, l'agriculture peut être très porteuse et elle est porteuse. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci, au revoir.